Salut à tous. Alors aujourd'hui pour ce podcast, on va parler entraînement à domicile, on va parler home gym, on va parler récupération et avec moi aujourd'hui j'ai Hervé Costa. Donc salut Hervé. Salut, salut Théo. Alors est-ce que rapidement tu peux te présenter en partant ben voilà de qui tu es, ton âge et puis un petit peu ton palmarès. Oui, alors je m'appelle Hervé Costa, j'habite en Corse, sur Ajaccio, Mhm. c'est en Corse du Sud. Voilà, je suis marié, j'ai une petite fille de 8 ans. D'accord. Alors, je suis passé par différents sports de combat. Mhm. Et, bon, je m'entraîne en musculation depuis 2000 exactement, donc ça fait 17 ans que je m'entraîne. Ouais. J'ai eu quelques périodes de transition parce que quand on s'entraîne pour des combats, la musculation pure, c'est plus axé, comment dire, explosivité que la recherche du volume. Mhm. Donc je suis resté quand même pas mal de mois sans travailler, disons, le bodybuilding pur. Ouais. Et je suis revenu après en 2012 pour faire ma première compétition de bodybuilding. D'accord. Et par rapport à tout ça d'ailleurs, est-ce que tu penses que c'est intéressant, est-ce que tu nous dis, est-ce que tu penses que ce vécu de sportif a pu positivement influencer ta carrière de bodybuilder ou c'est plutôt l'inverse? Le combat a été dans quel sens? Mais disons que déjà, c'est sûr qu'au niveau du stress, quand je monte sur les planches, quand on vient d'un ring, les planches ne font pas peur du tout. Eh oui, Voilà, c'est que niveau déjà mental et stress, la boxe, je pense qu'il y a rien d'aussi intense que ça. eh oui, oui. Après aussi, pour boxer dans certaines catégories, j'étais obligé d'avoir aussi des régimes draconiens pour pouvoir combattre dans les catégories voulues. Mhm. Donc là aussi, ça m'a donné un petit avant-goût de tout ce qui est diète et régime pour le bodybuilding aussi. Eh oui, oui. Ouais, j'imagine que les diètes pour perdre du poids, pour être au poids, etc., ça doit être à des années-lumière au niveau mental de ce qu'on peut faire en body, quoi. Oui, oui, Parce que c'est des laps de temps très très courts. Oui, c'est sûr. Ensuite, moi, j'aimerais savoir par rapport à ton entraînement, parce que moi, je te suis sur tes réseaux sociaux et je vois que tu t'entraînes chez toi. Donc, tu t'es fait un home gym apparemment qui a l'air plus que complet. Mais pourquoi, en fait, tu as fait le choix de t'entraîner chez toi? Alors, j'ai fait le choix de m'entraîner chez moi, tout simplement parce que en fait, les salles, en fait, j'ai la salle Héraclès où je m'entraînais avant qui a fermé. Mhm. Et en fait, j'habitais dans un appartement en ville, directement, enfin en centre-ville. D'accord? Et quand j'ai emménagé chez moi, c'était une villa que j'ai eue grâce à un héritage familial. Mhm. Et j'avais 30 mètres carrés de garage. Donc en Corse, garer la voiture dans les garages, ça gèle jamais. Hein, donc Ouais. voilà, donc j'ai profité de cet espace pour me faire un home gym. Et je me suis dit, bon, comme la salle avait fermé, tout ça, puis petit à petit, j'ai commencé à acheter ce qu'il fallait. Et puis je me suis rendu compte que c'est vraiment mieux de s'entraîner seul parce que quand on est vraiment sérieux dans ce qu'on fait, en salle, s'il y a du monde, si les postes sont pris, il faut attendre, c'est toujours le bordel. Eh Alors que oui. là, on est libre au choix, on a notre programme, on sait quoi faire, on n'est pas freiné. Et je trouve qu'on est beaucoup plus concentré sur ce qu'on fait qu'en salle, quoi. Oui. Et puis, peut-être qu'aussi vu que tu as l'essentiel finalement pour t'entraîner, parce que moi j'ai vu un petit peu, on peut voir sur ton compte Instagram et puis certainement Facebook aussi, ton home gym. Quand on a l'essentiel comme ça, on n'est pas distrait par trop de machines pour tester, finalement on perd pas trop de temps, on va directement aux ateliers qui nous conviennent le mieux, quoi. Oui, Euh, c'est ça. C'est Ensuite, ça. comment, je veux dire, enfin, par rapport à ta motivation, vu que tu t'es entraîné en salle avant, est-ce que tu as noté des différences par rapport au... Alors, je vais être précis, je vais être sur vraiment le moment, tu sais, où il faut se lancer à aller s'entraîner, quand tu es assis sur ton canapé et qu'il faut se décider à aller s'entraîner. Est-ce que tu trouves plus difficile d'aller dans ton garage ou de prendre la voiture? Enfin, comment ça se passe, la motivation par rapport à tout ça? Alors disons que bon déjà il y a une différence d'âge, c'est que quand je m'entraînais en salle, j'étais beaucoup plus jeune, j'ai commencé, j'avais
22 ans. Mhm. Donc, automatiquement, il y a toujours l'ego, il y a la participation des collègues et tout ça, qui pousse le plus lourd, on se motive, tout ça. Mais après 30 ans, quoi, on n'a plus ce genre de défi à montrer qui est le plus fort sous les barres. Ouais. Et je trouve que m'entraîner seul, c'est vraiment là où j'ai le plus progressé. Mhm. En salle, j'ai eu la chance d'être accompagné directement par le gérant de la salle de l'époque qui avait une très bonne expérience dans tout ce qui était entraînement Mhm. et surtout technique. Parce que je pense qu'une personne qui a un home gym, je pense que d'abord elle devrait avoir quelques bases. Parce que s'entraîner seul sans un savoir technique, là ça peut être très dangereux par contre. Eh oui. Voilà. Après, moi, j'avais quand j'ai eu le home gym, j'avais quand même 10 ans de musculation avant de musculation en salle avant D'accord. que je n'obtienne mon home gym. Puis après, au niveau motivation, ben, se lever du canapé, je préfère c'est moins difficile que de prendre la voiture et se taper un quart d'heure, 20 minutes d'embouteillage. Eh oui, oui. Préparer les collations, voilà quoi. Donc là Je j'ai tout pense. près de moi, j'ai tout à proximité quoi. Eh oui, oui. Mais tu vois, c'est la réponse, tu l'as donné en début, au début de ta réponse, en fait, tu as donné le truc, c'est l'ego et puis le côté social un petit peu aussi pour les mecs qui veulent un petit peu briller, les célibataires qui veulent se montrer devant les nanas, tout ça. Et ça, Mais je pense que ça peut faire partie de leur motivation. Ils en ont pas réellement conscience, mais c'est un petit peu ce qui les pousse à aller s'entraîner et ce qu'ils c'est retrouveraient pas chez eux finalement. c'est ça, attention, c'est pas une critique, mais il y en a beaucoup qui ont besoin de se sentir regardés. Après, il y a une autre catégorie où ça leur permet de s'évader un peu en sortant du boulot. Ils ont peut-être pas envie de rentrer à la maison ou de rester à la maison Et oui. et ils ont envie d'aller en salle de sport. C'est tout à fait compréhensible, hein. Mais moi, voilà, quoi, je suis franchement quand on commence à s'entraîner chez soi avec ce qu'il faut, puis en plus un objectif compétitif, je dirais, parce que ce n'est pas que pour la santé ou le bien-être. Hein. Moi, je fais ça pour la compétition. Ouais. Donc, j'ai prouvé quand même que c'était possible de pouvoir faire de la compétition en s'entraînant ces choses. C'est pas la, je sais, d'aller en salle, c'est pas obligatoire, quoi. Ouais, ouais, c'est important de le noter. On peut, et d'ailleurs, on voit que tu as des très très bonnes performances. Et je remercie Eric là, du magazine Fitness Mag qui m'a fait te connaître par ses podcasts et puis avec les petites vidéos qu'il incrustait où on voyait tes entraînements. Super impressionnant. Donc, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner par rapport à ça? Parce que c'est quand même des charges lourdes que tu mets pour le commun des mortels. Bon, peut-être que toi, c'est des charges que tu maîtrises très bien. Mais c'est quand même très impressionnant. Donc, quel conseil tu donnerais à ces gens-là qui s'entraînent chez elles et qui veulent utiliser des charges lourdes comme ça, essayer de dépasser un petit peu leur performance et qui ne se sentent pas forcément très sécurisées? Elles ont un petit peu peur de se blesser, de rester coincées sous une barre et tout. Est-ce que tu aurais quelques petits tuyaux pour eux? Alors, les petits tuyaux, ben, déjà, moi, ce que je conseille, s'il n'y a pas de connaissances vraiment du milieu, de la force et de la technique, moi, j'ai eu la chance d'être suivi par Jean-François Nicolas, qui est sur Ajaccio et Mhm. qui est un powerlifter. Donc, automatiquement, tout ce qui était technique, force et charge lourde et entraînement, j'ai vraiment eu, franchement, je pense que j'ai eu l'un des meilleurs dans le domaine en France, hein, je pense, hein, Mhm. parce que voilà. Et je pense qu'après, une fois qu'on a les bases, vraiment les bases solides, moi de mon vécu, j'ai testé les machines et rien ne vaut les charges libres et les mouvements polyarticulaires pour construire vraiment des bases solides pour avoir un physique abouti. Ouais. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand on s'entraîne comme ça avec les charges, attention, quand on parle de charges lourdes, c'est quand même des charges que je contrôle. Oui. C'est des charges, voilà, c'est quand même des charges contrôlées. Je ne pars pas d'aventure. Je sais de quoi je suis capable et je sais de quoi je ne suis pas capable. C'est-à-dire que même si on voit une seule répétition, ce n'est jamais un maxi. Je suis pas à 100% de mes capacités. Je mets toujours, Une je réserve, ouais. laisse, voilà, je laisse toujours une petite marge. Comme ça, je ne risque pas après, la blessure peut arriver, hein, on est à l'abri de rien. J'en ai eu une seule en 17 ans. Ouais. Je pense que avec les charges que j'ai soulevées, une seule en 17 ans, je m'en tire plutôt pas mal.
Ouais, ouais, bah, c'est sûr, ouais. Donc j'ai de la chance, j'ai pas de tendinite, je m'en tire plutôt bien. Mais après c'est tout un système de phases de repos, de nutrition et tout. Après c'est tout un ensemble qui fait Ouais. que parce que la blessure, même avec la nutrition, il n'y a pas que la technique. Hein. C'est Oui, 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 mais c'est un ensemble, c'est un ensemble. Et puis, l'hydratation, la nutrition, le repos, le sommeil, les compléments. oui, oui, c'est un ensemble. Mais après, c'est vrai que la blessure peut être, on va dire que c'est difficile de se protéger de la blessure, surtout quand on cherche à faire de la performance, de la compétition et tout. Par contre, l'accident, là, ça peut être évité avec des mesures de précaution, avec voilà, une bonne cohérence dans son entraînement, une bonne compréhension, et puis pas se lancer trop à l'aveugle sur, comme tu dis, un maxi, si on ne sait même pas ce qu'on est capable de pousser. Euh, Et puis il faut le matériel pour. C'est-à-dire que moi, si demain je monte plus au squat, eh ben, je sais que mon rack à squat, je sais que je peux poser ma barre facilement. ouais. Que si on a deux chandelles, ne pas partir à l'aventure. Parce que la plupart des personnes qui ont des home gym, euh, c'est du matériel, je dirais, bon, je veux pas dire Décathlon, mais c'est la plupart de ce que je vois, c'est vraiment du matériel de bas de gamme. Et là, par contre, Ouais, faut pas trop s'amuser, ouais. il faut pas trop s'amuser. Oui. Moi, Euh, ensuite, moi j'ai vu que là, tu avais traversé bon, une période un petit peu bah, de récupération, on va dire ça comme ça. oui. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Parce que là, c'est intéressant on va partir un peu sur un autre sujet. C'est intéressant de parler aux gens de la réalité, on va dire de la réalité de l'athlète en lui-même, ce qui peut être au mieux et quand il y a des moments où il va être un petit peu au moins bien. Et est-ce que, bon voilà, je t'ai proposé d'en parler, je pense que tu seras d'accord de parler un petit peu de toute cette phase-là, un peu sombre, enfin, personne n'en parle finalement, parce que tout le monde veut être un super-héros sur les réseaux, et pas trop montrer cette période-là où le corps a besoin de récupérer, on a besoin de faire certaines choses. Donc explique-nous un petit peu comment c'est arrivé pour toi, et puis ce qui t'est arrivé surtout. Bah alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la période sombre que j'ai pu avoir, c'est une accumulation de diètes et de compétitions qui a fait que sur 55 années d'affilée, arrivé à un moment donné, ben, le corps a dit stop. Mhm. Donc je m'en suis rendu compte. Hein, c'est comme si on le voit de suite, hein, les petites douleurs partout, on a du mal à se réveiller le matin, les baisses de performance. J'avais plus faim comme avant et j'ai senti vraiment que j'étais. En plus de ça, je suis asthmatique, donc petit à petit, mon système immunitaire était vraiment au plus bas Mhm. et voilà, j'avais des crises que je n'avais pas eu avant. Donc D'accord. j'étais vraiment, j'étais HS quoi. Alors le problème qui s'est passé, c'est que quand j'ai arrêté la boxe en 2012, Mhm. je suis passé directement à la catégorie classique. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas du bodybuilding, mais c'est une immense physique parce qu'il n'y a pas de short. On monte quand même Le bas, ouais. le corps entièrement, voilà. Mhm. Et le rapport poids-taille, voilà, en bodybuilding, je dirais que pour être compétitif, il faut au moins un plus 8, plus 10 kilos. Mhm. Alors, là, ma catégorie, il fallait que j'affiche un plus 2 kilos. D'accord. Voilà, je fais 1m69, il fallait que j'affiche 71 kilos. Ce Mhm. qui est largement faisable naturellement. Ouais, ouais. Donc j'ai commencé ma préparation. Je suis passé pour cette année-là non pour descendre quand même à 71 kilos. Je suis passé par un régime cétogène. D'accord. D'accord. Bon, au départ, on a fait une diminution des glucides progressivement. Mhm. On est passé sur du cétogène cyclique et puis à la fin, on est passé sur du cétogène total pour pouvoir atteindre les 71 kilos voulus pour la compétition. Mhm. Alors que j'étais déjà prêt à 75 kilos. Mais bon, on a été obligé de passer par là pour atteindre le Eh oui. poids. Eh oui, parce que j'avais pas encore le niveau pour tirer en moins de 75 kilos. C'est-à-dire que 1m69, 75 kilos, ça me faisait que plus 6 kilos et sur scène, face à des gens qui ont plus Ouais, 10 ouais. kilos, j'étais pas au niveau, quoi. Donc on a tenté le coup en classique que bon je ne regrette pas Mhm. puisque j'ai remporté mon premier par la Body Gear Cup sur Paris. Mhm. J'ai gagné le championnat de France IFBB 3 ou 4 mois après, c'était au mois d'avril. J'ai gagné le Grand Prix des Pyrénées juste après. Et D'accord. la victoire au championnat de France m'a ouvert les portes de l'équipe de France IFBB. Mhm. Et j'ai fait les championnats d'Europe au mois de mai
et j'ai fait troisième. J'ai fait troisième. Donc c'était vraiment la catégorie. Pour cette année-là, c'était la catégorie qu'il me fallait, quoi. En bodybuilding, j'aurais pas pu aller aussi loin. D'accord. Voilà. Et ça, c'est du coup, ça t'a fait toute une période où finalement tu étais en restriction, plus ou moins. Ah, Là, là, c'est simple. C'est de décembre jusqu'à fin mai, j'étais en restriction totale, hein. ouais, en Parce que restriction, en essayant en sauver au maximum ta masse musculaire, donc hyper taxant au niveau du parce qu'en système fait, nerveux. ouais, en fait, j'ai fait l'erreur, hein. Le problème, c'est que j'en ai voulu beaucoup trop. Mhm. C'est que quand j'ai gagné les championnats de France, j'aurais dû m'arrêter. Et j'aurais dû préparer les championnats d'Europe l'année d'après. Seulement, c'est moi qui ai pas écouté parce que mon coach ne voulait pas, mais il avait raison. J'ai voulu continuer. Et le problème, c'est que voilà, quoi, sur du cétogène, j'ai continué à tirer 15 jours pour aller au GP des Pyrénées, au Grand Prix des Pyrénées. J'ai fait une micro-recharge entre deux, entre le GP des Pyrénées et Europe. Puis je suis reparti encore sur du cétogène 15 jours pour pouvoir aller au championnat d'Europe. Mais j'ai fini sur les rotules. Oui. C'est pour ça que quand on voit, j'aimerais, ça c'est intéressant parce que tu m'as lancé un peu Vas-y, vas-y. là-dessus au début. C'est que les jeunes, ils voient les fitness stars là, tous ces gars là, Lazare, Ulysse, tout ça, secs toute l'année. Mais il faut savoir qu'ils sont pas secs toute l'année ces gens-là. C'est les photos qu'ils mettent, c'est des photos prises en sèche qu'ils gardent et qu'ils mettent après tout le long de l'année comme ça. Pour leur business, ouais. Voilà, ils ne sont pas secs toute l'année ces gens-là, hein. Sec toute l'année, c'est même ceux qui sont sous chimie, sec toute l'année, je peux vous dire que le corps, il va pas tenir longtemps. Donc Ouais, à un moment donné, il faut être réaliste. il faut redescendre sur terre à un moment donné Et puis, et éviter de tomber dans mais dans c'est les réseaux qui mettent le problème là-dessus, hein, qui encouragent fortement. Les gens sont pas avertis, malheureusement. Et ne serait-ce que au point de vue physiologique, enfin, le gras, prendre du gras, c'est pas une tare, quelque part. Le gras est là pour, c'est des réserves, c'est là pour survivre. Il y a un moment donné, ok, on les épuise pour faire notre compétition ou notre shooting ou autre, mais à un moment donné, il faut revenir en forme. Enfin, quand je dis en forme, c'est en forme au niveau hormonal, au niveau du système nerveux et tout ça, pas en forme derrière l'objectif. C'est deux moi, types de formes différentes et les gens confondent souvent, quoi. c'est ça. Moi, ce que je conseille, c'est franchement de rester dans une zone de, allez, je dirais 12-13% de body fat. C'est franchement, c'est vraiment pour la santé, hein, je parle, hein. Ouais, ouais. C'est vraiment la zone idéale, même hormonalement, puisque on sait que plus on est gras, plus la testo descend. Plus on est sèche, plus on est sec, la testo aussi elle descend. C'est vraiment la moyenne que je conseille pour continuer à évoluer et prendre de la force et de gagner en masse. Ouais. Voilà, c'est vraiment la zone. Et puis la sèche derrière, quand on est à 12% et qu'on commence un régime, là c'est beaucoup plus facile à descendre. Il y a Oui, aussi, il y aura beaucoup moins de restrictions. Alors que je vois des prises de masse où les gens, mais, quand tu arrives à du 20-25%, j'ai vu ces choses. Mais après, voilà quoi. Après la diète, c'est tragique. c'est ça. Mais ça, il faut essayer de le faire comprendre. C'est difficile, hein. C'est très difficile. Et oui, oui, je comprends bien. Plus on reste longtemps de toute façon à cataboliser, que ce soit parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que quand on fait une sèche, enfin quand on catabolise du gras. En fait, on catabolise tout ce qu'il y a. On essaie d'avoir un ratio le plus intéressant possible pour conserver de la masse maigre. Mais quand on part de très loin, si le régime il dure 6 mois ou même plus, j'ai vu parfois, ça fait une période très très longue de catabolisme, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc, au niveau enfin, le corps, au bout d'un moment, le métabolisme, il s'adaptera toujours avec une vitesse qui va diminuer, diminuer, diminuer. Et puis les gens, comme tu dis, à force d'être trop longtemps, trop souvent et trop longtemps au régime, ils arrivent plus à se réveiller le matin, plus ils ont un entraînement un peu trop taxant. Et ça, c'est des choses, malheureusement, toi, tu l'as vécu, mais tu es un compétiteur, donc c'est un petit peu les risques parce que tu es compétiteur. Mais dans la vie de tous les jours, je pense pas que les gens aient besoin de s'infliger de tels des régimes prolongés comme ça, sans avoir réellement d'objectif autre que d'être en forme. Ça, c'est pire encore. Et puis il n'y a rien de pire pour se dégoûter, quoi, parce qu'ils ont certainement pas de coach derrière pour les aider. Enfin, mais
par rapport à ça, ouais, je pense que ça a ouvert un petit peu les yeux de pas mal de personnes. Est-ce que toi, tu pourrais lister, même pas lister, mais un des premiers symptômes, tu as dit tout à l'heure, ouais, tu as du mal à te lever, peut-être que c'est quoi, les charges te semblent un peu plus lourdes, pour que les gens arrivent à se situer un petit peu. Alors, c'est déjà les douleurs articulaires, les performances qui chutent. Mhm. On voit l'après-midi, ben, on a besoin de sieste. Ouais, Qu'est-ce qu'il y a après encore comme symptômes? Bon, le truc, c'est que moi, je m'en suis rendu compte, mais ceux qui ont moins de connaissances de leur propre corps vont avoir du mal à s'en rendre compte. Mais il y a des poussées d'ostrogène, il y a la montée de cortisol, il y a pas mal de choses quand on atteint une sèche quand même importante. Je dirais en dessous de 8%, ça commence déjà à être sérieux, quoi, en étant ouais, naturel. ouais, ouais. Voilà, Ben, c'est au niveau hormonal, peut-être que toi, comme tu dis, tu le perçois. Les gens, on pourrait dire aussi, alors pour expliquer un petit peu aux gens, au niveau hormonal, même si vous ne percevez pas réellement ce que ça veut dire, les, déjà, ne serait-ce que les variations des humeurs. les, Voilà, le- si vous vous mettez à regarder un film romantique et commencez à pleurer, posez-vous des questions, surtout les mecs. Donc, ce genre de choses, c'est pareil, si vous commencez à vous réveiller le matin et que vous avez la tête complètement dans le cul, et puis que le soir vous pétez la forme, ben, le cortisol, il commence un petit peu à être déréglé. C'est des choses comme ça qu'il faut surveiller, toutes ces variations finalement dans le rythme de vie, qui n'étaient pas avant, alors quand on n'était pas en diète, quoi. Et après, toutes les douleurs, comme tu dis, c'est sûr que... le premier signe évident, c'est la libido déjà. Oui, Ça pardonne pas. le testeur de Gaulle le matin, c'est un bon C'est indicateur. ça, c'est malheureux, mais ça prouve vraiment que le corps il est en danger. Ouais. Bah, il a plus envie de se reproduire parce qu'il a même plus pour se nourrir lui-même, quoi, en gros. Alors, je pense que pour aller à la plage, je pense que c'est quand même un peu, voilà. Quand on a un objectif de compétition, c'est différent. On a un Ouais, ouais. objectif, on est dans la compétition. Maintenant, si c'est pour faire une sèche poussée pour aller à la plage ou pour impressionner, je sais pas, les filles ou, moi pour moi, éviter quoi. Voilà. Et ouais, ouais, mais ça, je suis d'accord avec toi, mais malheureusement, les photos que les gens voient sur Instagram et toutes ces choses-là, c'est des photos ou de compétiteurs ou d'athlètes fitness qui vont faire des couves, des choses comme ça. Et du coup, eux, ils ont comme image ça pour aller à la plage. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte que ça, c'est vraiment du boulot, quoi. C'est des diètes sévères, c'est des... Mais bon, on va en parler aussi de ça. Parce que j'aimerais un petit peu ton avis sur toutes ces diètes qu'il y a. Moi, tu vois, je suis un petit peu, je regarde bon, un petit peu de loin, mais c'est vrai que j'ai tendance à regarder un petit peu ce que font de l'autre côté les Américains et tout, certains gros du fitness, on va dire. Je vais pas rentrer dans le body, je vais rester dans le milieu du fitness. Enfin bon, fitness, les gars de 90 kilos, c'est du fitness là-bas, mais ils font des diètes qui sont finalement très hautes en calories, très hautes en glucides, et puis pourtant c'est leur période de sèche. Donc là, c'est pareil, ça crée des incohérences, je pense. Est-ce que tu aurais un mot à dire là-dessus? Parce que moi, j'ai vu à peu près, tu t'annonçais là actuellement que tu étais dans les 2500 calories, c'est ça? C'est ça, oui. Voilà, 2500 calories, si tu annonces ça, pour beaucoup, c'est très peu. Et C'est très. pourtant, toi, tu arrives à évoluer avec ça. Mais je te dis, je suis à peu près pareil, hein. Je suis entre 2000 et 2500 selon Ah, les jours, hein. Donc, moi, ça me paraît très cohérent. Mais pour certains, moins de 3000 calories, ça sert à rien, quoi. je sais, je sais. C'est le problème, c'est que les jeunes, ils voient des gars avec des diètes, mais très très riches en glucides, très hautes en calories, mais ils savent pas à quoi ils tournent derrière. La machine, la machine, elle a de quoi brûler derrière. Hein. Euh, il faudrait quand même qu'ils se mettent en tête que les personnes qui voient sur Internet, déjà, la plupart ne sont pas naturelles. Donc, c'est difficile de comparer les diètes d'une personne qui touche à rien et une personne qui est sous stéroïdes. Mhm. C'est plus du tout la même chose. Après, 2500 calories pour moi, c'est mon maintien. Hein, donc, je n'ai pas voulu faire de PDM. Je suis en récupération. Je remonte petit à petit. 2500 calories, ça me permet de bien m'entraîner, de conserver mes barres et avoir un physique propre. Mhm. Voilà. C'est comme ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est vraiment là où je me sens le mieux.
Hors saison, donc là je fais 84 kilos. Donc normalement hors saison je suis à 86-87 kilos. Mhm. Donc il va falloir que logiquement je suis à 2008. Voilà, le plus haut possible hors saison je suis à 2800 calories. Ouais. Après je fais 1m60, 1m69. Après c'est sûr qu'une personne qui fait 1m90, qui est beaucoup plus lourd, il va pas tourner à 2500 calories. Il va peut-être lui falloir plus d'énergie Ouais, pour pour nourrir, ouais. pour son organisme. Après, les régimes, parce que tu voulais parler des régimes, moi j'ai eu la chance de toucher à tout, Ouais. c'est-à-dire le cétogène, le progressif, hein, sur phase descendante du glucide linéaire, je dirais, Mhm. le classique, quoi. D'accord. Là, pour ma Coupe de France, là, qui était le 22 octobre dernier, Ouais. j'ai fait du jeûne intermittent. D'accord. Voilà. Alors, je peux de suite dire que c'est la meilleure diète que j'ai pu utiliser, D'accord. la moins difficile, celle où je me suis senti le mieux, le plus en forme, le plus de performance, le moins de ballonnement possible, vraiment un ventre très plat. Euh, C'est très intéressant tout ça. c'est très très intéressant, franchement. Puis le jeûne intermittent, il a été mis en place parce ils se sont rendus compte en fait que lorsque le corps à partir de 12-14 heures de jeûne, il dégage beaucoup plus d'hormones. Mhm. C'est-à-dire au niveau déjà de l'hormone de croissance, il y a une libération qui est beaucoup plus importante. Mhm. C'est-à-dire, en fait, il y a une transition entre le catabolisme. C'est-à-dire qu'avant, on pensait que même la nuit, le catabolisme nocturne, si on prenait pas le repas avant de se coucher, on devait cataboliser pendant la nuit. Alors que le catabolisme nocturne, il n'existe pas. Mhm. Voilà. J'ai- il n'existe pas parce que j'ai testé et j'ai fait tester. Et d'ailleurs, tous ceux qui utilisent le jeûne intermittent se sont rendus compte. Moi, ce que je fais, c'est que de faire du 16-8, je fais du 10-14. C'est-à-dire que je m'alimente pendant 10 heures et je ne mange pas pendant 14 heures. Bien D'accord. sûr, les 14 heures, j'en profite qu'il y ait la nuit intégrée Mais oui, oui. dedans pour moins avoir la fringale. D'accord. Alors, En fait, moi, ça m'intéresse parce que je le fais hein, aussi. Je le fais, ma compagne le fait aussi. Enfin, nous, c'est une hygiène de vie. Nous, on est plutôt sur, tu vois, sur 13, 21. Donc, on commence à s'alimenter vers 13, on finit vers 21 heures, en gros. mhm. Et toi, comment tu l'as placé, le tien? Enfin, ta fenêtre de tir, elle est où? Moi, le dernier repas, il est à 18 heures. D'accord. Et je remange le lendemain vers 8 heures. Ok. Voilà. Voilà, à 18 heures, c'est terminé. Je ne mange plus rien. D'ailleurs, ça m'arrange parce que j'ai pas mal de problèmes gastriques. Mhm. Le fait de manger avant le coucher, c'était plus possible. D'accord. Donc voilà, donc à ce niveau-là, ça m'a vraiment arrangé. Ça m'a fait économiser de l'argent hein, dans tout ce qui est caféine et tout le reste. Oui, oui, oui. Ah oui, Ah mais oui, c'est sûr que c'est ça, oui. Et puis en plus, problème de digestion, caséine, le soir, ça te faisait un combo gagnant, là. c'est ça. Alors moi, ce que je conseille aux personnes qui leur dernier repas est vers 20 heures et qui ont peur du catabolisme nocturne, mais suffit de quelques acides aminés avant d'aller se coucher, ça suffit amplement. Oui. C'est pas la peine de rentrer dans des repas fromage blanc et amandes et tout ce Ouais, ouais. on nous a dit depuis ces 20 dernières années. Quoi. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que il y a un point que tu soulèves et qui est très important parce il est extrêmement fréquent, c'est la digestion. Et alors, moi, pour mon expérience par rapport à ça, c'est que déjà, j'ai un ventre beaucoup plus plat en permanence. J'ai plus ces oscillations entre le matin, il est complètement plat, et puis fin de journée complètement ballonné. Hum, Il a à peu près la même circonférence, on va dire, toute la journée. Et c'est sûr qu'on sent que, alors pour avoir parlé avec un naturopathe, il y a quand même un cycle dans les intestins avec une onde qui permet de terminer complètement le processus de digestion, et qu'avec les diètes classiques de fitness, bodybuilding et tout, on n'a jamais le temps de finir notre cycle de digestion. Quand on mange toutes les 3 heures, on n'a jamais le temps. Donc en fait, eh on réenclenche en permanence une digestion, et ce serait ça qui pourrait déclencher tous les troubles intestinaux, qui sont les ballonnements, tout ça. Parce que c'est- et c'est et très mauvais niveau hormonal. voilà, ça, et puis surtout, il y a ce côté un petit peu inesthétique, et puis, on va dire concrètement les choses, on le sait,
quand tu es un peu au régime, ta vitalité, elle est déjà dispatchée beaucoup, on n'a pas beaucoup de vitalité, et que le processus de digestion taxe énormément. On le voit, quand on fait un gros repas, on a envie de dormir. Et grâce à ça, à cette technique-là, enfin moi je perçois ça, et j'aimerais savoir ton ressenti par rapport à ta vitalité au régime. Est-ce que tu as senti une différence? Ah, mais j'avais beaucoup plus de tonus avec le jeûne intermittent que toutes les autres diètes que j'ai pu faire, hein. Oui, C'est-à-dire que le matin, je me levais, c'était voilà quoi. Enfin, je me levais, j'étais en pleine forme de suite. J'avais qu'une hâte, c'est aller m'entraîner. Alors que les autres diètes, je me levais, j'étais dans le coma. ah oui, ouais, ben ça m'étonne pas. Et les nuits, un sommeil beaucoup plus profond. Mhm. Je dors d'un trait avec le jeûne intermittent. Et ben d'ailleurs, du coup, par rapport à ça, ta répartition, ça se termine à 18 heures. Mais comment tu fais pour, comment dire, est-ce que tu as gardé ton apport calorique, c'est-à-dire que est-ce que tu as modifié quelque chose? Est-ce que tu as gardé les mêmes rations de protéines et tout, et tu as tout concentré dans ta fenêtre d'alimentation? Ou est-ce que t'as dû adapter quelques modifications, je sais pas, plus de lipides, moins de glucides, ou comment tu fonctionnais en fait? Est-ce que tu as gardé Ah, le même schéma que tu as concentré, ou... ah ouais, pas du tout. J'ai pas touché à mes macros. D'accord. J'ai voilà, j'ai fait en sorte que l'énergie, donc mes glucides, soient placés autour de l'entraînement. Mhm. Et voilà, c'est tout, hein. D'accord. J'ai en fait j'ai. Alors il y en a qui ont du mal à y croire, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que je prends mon petit déjeuner qui Mhm. fait office de pré-training. Ouais. Je m'entraîne avec. Alors, en début de prépa, je continue à avoir des glucides pendant l'entraînement, style Vitargo, Mhm. avec mes BCA et ma taurine. Quand je termine mon entraînement, prends mon repas de 11 heures, Ouais. ce qui fait office de post-training, Mhm. et j'ai encore une collation à 15 heures et mon dernier repas à 18 heures. Voilà, c'est tout. D'accord. C'est-à-dire que dans la matinée, j'ai mon petit déjeuner. J'ai ma boisson de training. J'ai mon repas post-training qui fait office de repas de midi. Enfin, je mange vers 11h, 11h30. 15h ma collation et 18h mon dernier repas. D'accord. Et si tu as envie de craquer avec un carré de chocolat devant une série le soir, comment ça se passe? Ah, je craque pas. C'est vrai, le mental, il est là, quoi. Si j'ai une compétition, franchement, quand j'ai l'objectif, quand il y a une date posée pour un concours, là c'est, alors là après c'est le mental. C'est un Là, robot. c'est un mental d'acier, il y a rien qui, Ouais. même si j'en ai envie, hein, mais Ouais, mais dès qu'on a, tu vois, c'est ce qui est important aussi, c'est que souvent les gens, quand ils se lancent des défis comme ça, qui craquent, qui ouvrent leur frigo en pleine nuit et tout, c'est souvent qu'ils n'ont pas suffisamment, ils n'ont pas un objectif qui est assez stimulant. Parce que finalement, avoir ses abdos, parce qu'on veut avoir ses abdos, c'est pas assez stimulant. Il faut toujours avoir un but, je sais pas, un projet, quelque chose qui peut, de plus grand finalement que simplement notre physique, quoi. ouais, c'est Enfin, je, vrai. je trouve que c'est important. Mais c'est intéressant. Est-ce que donc là, toi, tu dis que le jeûne intermittent, pour toi, c'est quelque chose qui fonctionne pour tes prépas. Est-ce que ça t'est arrivé d'y penser, même de l'adapter toute l'année? Eh ben oui, ben, figure-toi que là, c'est ce que je suis en train de faire. T'as gardé le même rythme finalement, mais J'ai gardé exactement le même rythme. ouais, donc comme quoi, c'est pas uniquement que pour la sèche, quoi. Ça peut être aussi pour se Ah, maintenir. C'est une non, hygiène de vie finalement. c'est une hygiène de vie et franchement, je regrette pas. Mais tu vois, c'est important parce que quand il est sorti alors c'était le coach Martin, je sais plus comment, qui a lancé le premier blog là-dessus. Mhm. euh, c'était vraiment une aberration pour le bodybuilding parce qu'on pensait vraiment il faut toujours avoir de la prot dans l'estomac parce qu'on peut pas stocker de la prot dans le sang, enfin dans l'organisme, donc il faut toujours en envoyer. Et puis, il y a eu de plus en plus d'athlètes qui ont testé. En France, c'est encore un petit peu, c'est testé, mais si tu veux, les anciens ont du mal à accepter que ça puisse fonctionner pour les gros gabarits. Même si toi, t'es pas un très très gros gabarit par rapport à ta taille, il y a quand même de la masse musculaire à entretenir. Donc, tu prouves que c'est possible de pouvoir. C'est De... sûr qu'après, une personne comment dire, qui veut tester ça hors saison, par exemple, et qui tourne à 4000 calories, comme on disait tout à l'heure, s'il veut arrêter le repas à 18 heures, ça va être difficile de gérer les 4000 calories en 10 heures, hein. Ouais.
là, ça va faire des repas énormes. Donc, Sauf s'il veut, il accepte de manger pas clean, mais ouais. et bon, ça va, il va pas faire long feu, quoi. Tu me mets sur le chemin de la Flexing Diet, Ouais, que je n'ai pas testé encore. Et moi, ce qui me dérange dans celle-là, la diète, c'est de profiter de manger je dirais, des aliments pas sains ouais, pour à- avoir ses macros, ouais. pour avoir ces macros finales. Maintenant, j'en connais qui le font très bien, qui préparent des repas maison, comme des burgers maison, où ils font où ils préparent eux leur repas. Là, par contre, c'est un truc qui me tente et j'essaierai de voir si je vais tester un jour ou l'autre, je vais quand même tester. Mais je pense pas que ça soit aussi efficace que le jeûne intermittent et Moi, j'ai je un sais problème avec cette diète quand même. je ne sais pas si manger des burgers c'est Bah après, si c'est contrôlé, comme tu dis, si c'est des recettes maison et tout ça, finalement, ça reste dans le cadre d'une diète clean, parce que mais si c'est des matériaux bruts et tout ça, et que ce soit c'est un burger ou enfin, ou du comme ça dans l'assiette, c'est pareil finalement. C'est c'est juste exactement ça. Alors que la plupart de ceux qui sont en diète flexing, c'est parce qu'ils profitent de cette diète de manger n'importe quoi. Je l'ai vu, hein. pour mettre un Alors peu de glace, quoi. voilà, alors que d'autres le font sainement. Je les vois Ouais. préparer et tout. Là, c'est sympa. Là, je pense il y a moyen de pouvoir tester la chose. Ouais, mais c'est vrai que là sur les réseaux, le problème qu'il y a, c'est que souvent on voit par exemple des gars qui vont se faire le matin leur muesli ou je sais trop quoi, et puis dedans ils vont mettre une poignée d'M&M's parce que il reste quelques glucides à mettre. Voilà. Et ça, moi, ça me pose problème parce que ça voudrait dire, ça voudrait dire qu'un glucide est un glucide quelle que soit la source. Et si on part dans ce sens-là, ça voudrait dire qu'un lipide est un lipide, donc finalement prendre des oméga 3 ça sert à rien, on va prendre de l'huile de palme ou de l'huile de friture. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, ils ne prennent pas en considération tout ce qui entoure C'est ça, ouais. Et les, puis, les- les index glycémiques et tout ça, quoi. En fait, pour eux, du sucre, c'est du sucre, quoi. C'est que ce soit du riz ou des M&M's ça, j'arrive pas à le concevoir. Ça, et moi, c'est pareil. Et puis, on aura, enfin, bon, au niveau au niveau du corps, celui qui a un métabolisme qui galère un petit peu, il va pas comprendre pourquoi il a les bons nombres de calories, mais il est plein de flotte et tout. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un problème là-dedans. Après, intégrer, comme tu dis, du plaisir, mais du plaisir contrôlé. Par exemple, une pizza avec une pâte sarrasin ou farine de châtaigne ou quoi, pourquoi pas? Parce que là, ex- ça reste vraiment quelque chose de. On est bien loin, on va dire, on reste beaucoup plus sain finalement à faire ça que même à manger la diète classique du tu, français, quoi. tu as tout dit. Donc oui, mais bon, après, là, ça demande un certain effort, quoi. Ensuite, Merci. ensuite par rapport à la diète, toujours, euh, est-ce que toi, tu as, j'entendais dans un podcast que tu avais fait avec Eric, que tu parlais d'un protocole par rapport à Frank Zane qu'il avait posté et que tu avais pu essayer et que tu trouvais que ça fonctionnait bien pour toi. Est-ce qu'il s'agit de ça finalement, de cette période où tu arrêtes de jeûne intermittent, ou c'était plus une histoire de répartition des macros? Non, non, c'est qu'en fait, ça part de là, quoi. Le jeûne intermittent part de là. Mhm. C'est qu'après, j'ai commencé à étudier la chose. Après, je suis tombé aussi sur des vidéos de Marc-Antoine Grondin Oui. d'ailleurs que j'adore et que je suis, Mhm. et, qui en parlait aussi et qui le pratique. Ouais. Et on est vraiment tombé d'accord sur pas mal de choses. Et à partir de là, j'ai vraiment pu lâcher ce régime parce que bon, Frank Zane disait que moins on en a dans le ventre, plus on a de chances de faire un vacuum. Bon, il a raison, hein. Ouais. Il a tout à fait raison, hein. Pour avoir une sangle abdominale assez fine, je pense que moins on mange, moins on fait des repas, vraiment des gros repas, plus on aura de chances de le contrôler. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis je m'en suis vraiment rendu compte que ça marche, quoi. Enfin, c'est pas j'arrive pas à comprendre cette phobie de se dire mais il faut manger, manger, manger. Alors que non, c'est le timing qui compte. La plupart des gens qui font des régimes, ils ne connaissent ni leur maintien ni leur maintien calorique. Ils se lancent dans des régimes, ils réduisent plus vite que la normale, soit ils augmentent plus vite que la normale. Ils arrivent pas à se situer. Ils savent pas où ils sont exactement. Ouais, ouais.
ça, c'est un gros problème. Comment on peut commencer une diète si on ne connaît pas son maintien calorique? C'est, Ça, je j'arrive suis pas. d'accord. Je suis entièrement d'accord. Et puis, il y a cette banalisation. Et moi, en prenant du recul par rapport à tout ça, quand tu regardes un petit peu, si tu regardes bien, la prise de masse a été orientée fortement par ceux qui ont du mal à prendre du poids, donc manger, 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 manger. Et à l'inverse, la perte de graisse a été orientée grandement par ceux qui ont du mal à perdre du gras, c'est-à-dire les diètes zéro glucides, zéro fat, enfin le moins de calories possible avec tous les trucs light et tout. Donc ça fait deux gros extrêmes, mais finalement, pas tout le monde va s'y retrouver là-dedans. Et comme toi tu dis, ton maintien il est à 2500. Là tu l'as dit, bon les auditeurs ils vont entendre ça, ils vont se dire bah, finalement est-ce que j'ai réellement besoin moi de manger 3500 calories? Et ils vont peut-être se rendre compte que en comptant que bah, leur poids il se maintient avec beaucoup moins que ça. Et c'est ça le problème. Et c'est les extrêmes, c'est toujours un gros problème, quoi. Et il faut voir aussi qui oriente les gens sur ce type de Surtout que diète. surtout que quand on obtient on est sûr du maintien calorique au niveau de la maintenance, Mhm. suffit d'augmenter de 200 à 300 calories pour gagner après en poids. Ah oui, oui. Mais, mais il y en a, ça y est, ça passe à 4000 du jour au lendemain, mais je vois de ces choses, c'est terrible. Hein. Je sais pas comment il va falloir faire un podcast directement concentré sur la diète. Ouais. Bon après, il y en a on va dire, qui en profitent un petit peu là-dessus pour se glisser, pour en tirer de l'argent ou autre. Mais c'est vrai que euh, Parce que même en prépa compète, moi, quand on connaît son maintien calorique, moi, je les compte plus après. Hein. Après, je fais au visu, c'est-à-dire que je fais ma diminution de calories petit à petit jusqu'au jour J, mais je compte plus après. ah oui. Je- voilà, je ne compte plus du tout mes calories. Mais c'est ce que je recommandais aux gens. C'est une très bonne idée, ça, de faire ce que tu fais au visuel. Et moi, ce que je recommandais aux gens, je leur disais, quand vous avez calculé votre maintien, prenez en photo chaque chose que vous allez manger dans une journée. Ça vous permettra, au lieu de compter à chaque fois, de quand vous allez vous faire une nouvelle assiette, d'aller juste dans votre album photo de votre téléphone et de voir à peu près à quoi ressemble ce dont vous avez besoin pour Et, vous sur- habituer à plus avoir à compter, quoi. et surtout, pourquoi enlever encore des calories si le physique bouge? Et oui, oui, Tant que le physique bouge, je vois pas pourquoi je vais enlever des calories. C'est le meilleur moyen de perdre de la masse musculaire. ouais, c'est sûr. Eh oui. Et oui, oui, c'est clair. Puis de ralentir son métabolisme et tout, un peu de trop, quoi. Ouais. Bon, bah après, hein, c'est le cercle. Ouais. Il y a tous les ennuis qui commencent. Hein. Ouais. Là, Bon, on va repasser un petit peu sur le thème qu'on avait commencé d'aborder au début du podcast, parce que pour donner un petit peu des outils pour les gens. Là, tu vois, ça va être une question concrète. Si tu devais refaire tout ton home gym aujourd'hui, ça serait quoi ton premier investissement de matos? Si tu devais acheter une machine aujourd'hui. ma cage à squat. Une cage à squat, Ouais, une barre olympique et des disques. d'accord. Donc là, avec ça, ouais, tu peux déjà faire pas mal de mouvements, quoi. Parce que justement, j'ai commencé par ça. Ouais, C'est-à-dire que c'est une cage où je peux mettre un banc plat ou un banc incliné en dessous. Je peux faire mon bench, mon incliné. ouais, Je peux faire mon squat. Ce que je faisais, c'est que j'ai de la chance d'être petite taille. Je mettais ma barre olympique au dernier cran, je pouvais faire mes tractions. ouais. J'ai pu tout faire, franchement. Après, ma barre, je la mets par terre, je fais du soulevé de terre, je fais du rowing, je pouvais faire du développé militaire. Rien qu'avec ça, on peut tout faire. Ouais. Voilà. Et j'en ai eu, sincèrement, si je fais le total de la cage, c'est une body solide que je recommande d'ailleurs. C'est Mhm. charge maximale 450 kilos pour, je crois que je l'avais payé 400 euros. Et Ouais. c'est vraiment assez, franchement, ça fait maintenant, ça va faire bientôt 10 ans que je l'ai, ça bouge pas. Ouais. Après, une barre olympique et quelques disques, pour 1000 euros, avec 1000 euros d'entrée, on peut se construire un physique rien qu'avec ça. Ouais. Donc c'est en plus largement rentabilisé. En 2 ans de ça, la peine, le matos est payé, quoi. C'est sûr. Et, C'est ça. par rapport à tout ça, est-ce que tu as des sites, tu t'es servi où? En local ou sur Internet, tu as des adresses pour ça? Il y a un site qui est pas mal, c'est un site polonais, c'est Kelton, je sais pas si tu connais. Ouais, Kelton Shop, ouais.
Alors là, il est très très bon parce ils font un home heavy, c'est une catégorie justement pour les home gym mais solides. Ouais. Après, il y a Body Solid. Bon, je crois que c'était un site français. Je sais plus si c'est musculation.fr ou à l'époque où je l'avais pris. Mhm. Donc, il y avait toute la gamme Body Solid. Et d'ailleurs, après, quand j'ai vu que c'était vraiment du bon matos, j'ai pris une Poly vis-à-vis, mais vraiment ancienne avec les disques olympiques. Ouais. Je me suis aussi pris un banc incliné Ouais. et qui fait plat et qui monte jusqu'à 90. Mhm. Et j'ai pris aussi un leg extension qui est réversible curl ischio. Ouais. Alors vraiment, Et là, en plus, c'est en direct, c'est pas à poulie, c'est à charge libre. ah là, c'est tout est En charge charge libre. libre, ouais. Ouais, tout est à charge libre. Et après, bon, après petit à petit, j'ai acheté des petits accessoires. Hein. Ouais. Voilà, hein, tout ce qui est Barisi, station dips aussi que j'ai pris chez Kelton, qui max charge 250 kilos. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'habitude de faire beaucoup de dips lestés. Ouais. Et tout ce que j'avais pu acheter, même à Decathlon, j'ai tordu tous les bras. D'accord. Donc, il me fallait vraiment quelque chose de très solide. Et j'ai trouvé chez Kelton, et franchement, je regrette pas. Elle ne D'accord. bouge pas. Au niveau Euh, du diamètre, c'est assez épais quand même? ah oui, oui, oui. En plus, non, ce qui est surtout, moi, en fait, le diamètre des poignets, tu parles. Ouais, ouais, pour avoir une bonne force, quoi. Moi, surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'était, il y a ça, et surtout aussi l'espace entre les bras, parce Et qu'il oui, y a, oui. voilà. Et là, c'est assez court, parce que moi, même mon bench press, si tu regardes mes vidéos, Ouais, il est serré quand même, hein. je suis assez en close grip, ouais. Ouais. Parce que moi, en fait, pour les épaules, ce que j'aime, c'est bien rentrer les coudes Ouais. à l'intérieur, près du corps, plutôt qu'à d'avoir les coudes vers l'extérieur et une brise large. Et là, c'est le meilleur moyen de s'éclater, Ouais. ouais. Ça, c'est bon pour les powerlifters. Tout ce qui est pontage et Ouais. bras très larges, Pour réduire la course, ouais. c'est pour réduire la course, exactement. Mm. Après, le bench pour aller vraiment cibler les pectoraux et gagner en volume et en masse, je suis à plat directement. Moi, il y a pas de pontage et je prends beaucoup plus serré et voilà quoi. Et puis c'est mon point fort. Ouais. Moi sur le bench press, je suis directement sur les pecs. Mais Et d'ailleurs, par rapport à ça, tiens, c'est une question que je reçois très très souvent et je pense que tu vas pouvoir y répondre. Pourquoi? Est-ce qu'on est obligé de mettre à 45 degrés le banc pour taper sur le haut de pec? Ah mais moi, le 45 degrés, vraiment, je le préconise pas. Merci. Voilà, parce que là, c'est un exercice d'épaule. Ouais. Je dirais que 30 degrés, on est sur le haut des pecs. Voilà. Là, on est sur le haut des pecs. Après, le bench fait comme je le fais moi, sans pontage. Là, Ouais. c'est toute la zone pectorale qui est sollicitée. Plus on ponte, plus on travaille le bas des pecs, ce qui est logique, parce on est pratiquement en position on est en décliné. Je vois Ouais. de montage, j'ai beau l'expliquer, alors parce que en fait, c'est vrai que j'ai une cage vraiment, je crois que à chaud, je dépassais 125 de tour, Mm. donc c'est 1m69. Hein, c'est vraiment mon point fort. Ouais. Alors tout le monde vient me poser, beaucoup de gens viennent me poser des questions, mais comment je fais pour avoir une cage comme ça? Bon, je pense que c'est beaucoup génétique aussi, Mhm. mais la façon dont je travaille aussi, Ouais. ça y fait beaucoup. Voilà. Franchement, si j'avais vraiment quelque chose à dire pour les pecs, c'est que le coucher est vraiment beaucoup critiqué, mais c'est surtout la technique qu'il faut revoir. Ouais. C'est la technique qu'il faut revoir. Ne faites pas un bench press comme des powerlifters. Vous serez sur le Ouais. voilà. Et au niveau de l'incliné, 45 degrés, ça pour moi c'est un mouvement d'épaule. On est bien d'accord. Et oui, c'est quelque chose qui oriente, si tu veux, par rapport au choix du banc que les gens peuvent acheter, parce qu'il faut bien vérifier qu'elles aient pas qu'une position déclinée, plat, et puis directement 45 C'est degrés. ça. C'est ça. Bah, on peut artificiellement en mettant une cale sous l'assise pour essayer de gagner un petit peu, mais Oui, oui, mais bon, il vaut mieux avoir le matos. tout de suite qui va bien, quoi. Mhm. Surtout qu'il va pas être beaucoup plus cher s'il rajoute 3 ou 4 crans en plus. Ouais, Ouais, ouais. Il faut vraiment acheter. En plus, il faut pas. Quand on a un home gym comme ça, il faut dire que la surface, elle est vraiment réduite. Hein. C'est pas une salle de sport.
Il faut vraiment acheter vraiment ce qu'il faut. Il faut pas s'orienter vers des machines. Après, ça va être l'espace, va être, c'est-à-dire que j'ai pas pu prendre un bench, une cage à squat, des haltères de 5 à 40 kilos parce que là, alors là, il y a plus de place. Ouais, ouais. Vraiment prendre le nécessaire. C'est-à-dire que moi, déjà au niveau des haltères, j'étais pas pour, mais franchement, je suis content. C'est ces nouveaux haltères modulables. D'accord, ouais. Les power blocks et des choses comme ça, là. C'est ça, j'ai une petite roue que je dirige et je choisis le poids que je veux, je tire et j'ai la charge voulue. C'est-à-dire que le mien c'est de 5 à 40 kilos. D'accord. Voilà. C'est deux haltères modulables et je choisis et j'ai que deux haltères, quoi. J'ai pas une série et ça change la vie, hein, pour un home gym. Ben, t'as un gain de place et puis une rapidité, si tu veux faire du dégressif et tout, c'est sympa, quoi. Ah oui, franchement, pour tout ce qui est dégressif, c'est le top. Eh ouais, j'imagine. Mais c'est ça, les gens, je pense qu'il faut qu'ils abandonnent la mentalité salle de sport avec plein d'ateliers différents et vraiment se concentrer sur l'essentiel, quoi. Se concentrer Ouais, sur l'essentiel et pas avoir peur de mettre le budget parce que dans tous les cas, au bout de, on va dire maximum, s'ils prennent le haut de gamme, en 5 ans, ils peuvent déjà avoir remboursé leur home gym, quoi, par oh rapport à oui. la salle, quoi. Oh oui, mais surtout qu'après, une cage à squat comme j'ai, ça bouge pas. Je vois pas ce qui peut lui arriver, hein. Ouais, et puis même si tu t'entraînes très lourd, on va dire que tu mets moins de tonnes qu'une salle qui est ouverte de 6 heures à 23 heures, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, la fréquence dessus, c'est pas la même, quoi. Parce que moi, je vois les salles où je m'entraîne, et ça a beau être du Panata, euh, les presses, au bout d'un an, ça y est, elles sont mortes, quoi, parce qu'elles tournent toute la journée. Absolument. Donc, et puis après, bon, c'est le plaisir aussi d'avoir son propre matériel, quoi. Par exemple, là, on a acheté, parce que bon, ma femme se prépare aussi pour les compétitions bikini, Ouais, et il lui fallait un exercice on a cherché, elle voulait pas le vélo, donc on a pris un elliptique. d'accord. Mais l'elliptique qu'on a pris, quoi, on a payé 400 euros, c'était juste vraiment voilà, quoi, elle en fait, parce que moi, vraiment, je suis contre le cardio en sèche. Mhm. Après, peut-être pour ma femme et moi, hein. Ouais, Après, il y en a certains, mais ils en auront besoin. On est tous différents là-dessus. ouais, ouais. J'ai pris vraiment un bas de gamme, mais c'est sûr que si on met cet elliptique, comme tu as dit, dans une salle de sport, en 2 jours, il est mort. Eh oui. Ah oui, oui, Alors, oui. alors que là, la fréquence d'utilisation, elle est, voilà quoi, c'est 2 heures par semaine. Eh oui. Il va me durer des années. C'est ça, ouais. Mais après, ouais, il faut bien calculer tout ça. Mais moi, je reste persuadé que il y a deux choses. Enfin, surtout, la première chose, c'est on peut très bien s'équiper, mais comme tu le disais en début de podcast, il y a cette motivation qu'il faut et qui aille au-delà de simplement pousser plus lourd que le voisin ou aller rencontrer des nouvelles personnes, quoi. Il faut savoir pourquoi on s'entraîne et je pense qu'à partir de là, on peut réussir à s'entraîner correctement chez soi. C'est ça. Bon après, c'est surtout au niveau, il faut vraiment savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que moi, ne pas être en forme, je peux pas, je peux pas. Voilà. Donc c'est pour ça que je me lève tous les matins et que je m'entraîne. Ouais. Après, la personne qui a pas cet objectif-là, ça va être difficile. Eh oui, oui, Ça va être très difficile. Je pense qu'il va plus en salle pour se libérer l'esprit, voir des potes, tout ça. Après, c'est compréhensible. Je sais pas si il y a Eric là, d'ailleurs Eric Rallo qui a commencé à se faire un petit gym dans son bureau. Et d'ailleurs, ben, il remarque que c'est l'idéal. et d'ailleurs, je trouve que son physique est mieux depuis qu'il a des enfants. S'il m'entend, je pense qu'il écoutera en plus. Enfin, Petite dédicace à toi, Eric. Les dernières photos que tu as faites, elles sont plus impressionnantes qu'avant. Donc, je sais pas si tu as une montée de testo ou quoi pour il nous a protéger mis, tes petits, mais ça rentrait bien là. il nous a mis ses dorsaux ce matin. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, Ok. j'adore. Bon, Voilà. ben écoute, je pense qu'on a fait le tour. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on souhaite te contacter et tout? Parce que tu as une page athlète sur Facebook. Donc, comment elle s'appelle cette page? J'ai une page à tête, ben, elle s'appelle Hervé Costa, Ouais. simple, et avec Impact Nutrition derrière, qui est mon sponsor. D'accord, ok. Voilà, donc ils vont pouvoir aussi retrouver toute la gamme Mhm. et me parler en message privé. Je réponds à tout le monde. Donc, Ben, c'est super sympa pour ta disponibilité, en tout cas, pour tous ces gens, et puis à moi d'avoir répondu présent. Si ça t'intéresse et si on a beaucoup de questions, ben, peut-être que je te recontacterai pour faire un deuxième épisode.
Il n'y a pas de souci, Théo, c'est un plaisir. parce que là, on a fait 1 heure déjà. Oui. Justement, peut-être pour s'orienter uniquement sur la nutrition, parce que t'as lancé une perche, donc je vais peut-être y répondre. Et puis, ben, je te souhaite une excellente journée. Merci encore pour ta participation. Merci, Théo. Allez, salut à Bon, tous! salut à tous, bonne journée.